Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Le grand tétras est un des emblèmes du massif des Vosges, mais alors que plus aucun individu n'a été observé depuis plusieurs mois, 9 oiseaux capturés en Norvège viennent d'être réintroduits. C'était fin avril. Une opération sujette à de nombreuses controverses, une opportunité en faveur de la nature et de la préservation de l'environnement pour certains, un échec prévisible pour d'autres, un dossier qui illustre aussi de nombreuses autres problématiques, inquiétudes en matière de préservation de la faune et de la flore sur le massif. On va tenter d'y voir plus clair avec nos trois invités. Francis Dopf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Alsace Nature. Vice-président, pardon. Vous êtes installé en Alsace, à proximité du lac Blanc. Oui, et à proximité de la frontière vosgienne, notamment, tout près même. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Claude Maurice, vous êtes membre d'Oiseaux Nature. Merci d'être avec nous. Et enfin, Jacques Martin, vous êtes également membre d'Oiseaux Nature, mais vous êtes là aussi et surtout à titre de photographe. Vous avez très longtemps photographié le grand tétras. Précision d'importance, si vous voulez bien, avant de commencer l'émission, avant de rentrer dans le vif du sujet. L'acteur principal de ce programme de réintroduction du grand tétras, donc le parc naturel régional des Ballons des Vosges, a bien évidemment été invité à participer à cette émission, mais leur présence n'a pas été possible pour des raisons d'agenda. Mais précision, et c'est important, son président et son directeur nous ont annoncé qu'il devrait y avoir courant semaine prochaine, la semaine du lundi 13 mai, une communication officielle du parc à ce sujet. Actu à suivre, bien évidemment. En attendant, donc on fait le point avec vous trois messieurs. Première question, toute simple, toute didactique. Jacques Martin, de quand date la dernière observation d'un grand tétras à l'état sauvage, c'est-à-dire autochtone, sur le massif des Vosges? Eh bien, les dernières observations de tétras sont 3 poules en 2023. Il n'a pas été observé de mâle, pas de coq en 2023. Okay. Et en 2024, plus aucun signe de présence. Ni les caméras qui sont un peu disséminées partout dans le massif, ni les observations faites par des humains n'ont pu révéler la moindre présence de tétras en 2024. C'était sur quel secteur ces trois individus qui ont été observés au cours des... Je ne peux pas le dire exactement, mais bon, c'est les secteurs vers où on va les relâcher, qui sont sûrement les secteurs les plus aptes à recevoir ces animaux-là. Principalement la réserve naturelle du Grand Ventron, oui. Et il y a aussi la réserve naturelle de Tannay et Gazon du Fin, dont on va parler également. Autre question très simple, Claude Maurice, pour poser un petit peu les choses. L'évolution de la population de grand tétras autour des 10-20 dernières années? Catastrophique. Si je peux juste dire un tout petit mot concernant l'introduction et la communication du parc. Souvent, toujours depuis le début, c'est tordre le cou aux réalités, communiquer avec des informations erronées pour aboutir aux objectifs qui sont visés par le projet en question. Pour revenir à ces effectifs de tétras, une catastrophe, qui pourrait dire autre chose? Il y a 20 ans, il y avait combien d'oiseaux? D'abord, c'est difficile à compter, voilà. Plusieurs centaines, sur un espace très étendu. Et très rapidement, l'espace s'est dégradé, le milieu de vie est parti en fumée, on va dire comme ça. Et les effectifs se sont effondrés et brutalement les 5 dernières années, ça a été absolument terrible. On a annoncé déjà depuis longtemps que c'était une disparition inéluctable. Les 5 dernières années, oui. Disparition très rapide et plusieurs... Oui. Il y a 20 ans, plusieurs centaines d'individus. Oui. Okay. On avait plus de 500 coqs sur le massif quand j'étais gosse. D'où cet oiseau qui est devenu un emblème du massif. Alors, emblème d'attractivité touristique, emblème évidemment de la préservation, de la richesse de la faune sauvage. Francis Dopf, question très rapide, très simple. Combien d'oiseaux ont été relâchés? Est-ce que vous sauriez nous dire? Écoutez, moi j'ai la même information que vous. La préfète des Vosges, je n'ai pas un canal particulier de relation privilégié avec elle. Donc je m'en tiens aux informations. On a parlé de 9 individus, mais je n'en sais en aucun cas plus que vous. Pour les chiffres de population, disons ce qui est couramment admis, puisque la statistique de base, fiable, quand il y a un recensement sur le grand tétras, c'est le nombre de coqs chanteurs sur une place de champ.
C'est la référence, l'unité. Donc le nombre d'oiseaux entendus, voilà, pas vus, mais surtout entendus de façon sûre, c'est-à-dire s'il y en a un qui chante derrière vous, un qui chante à votre gauche, un à votre droite, vous cochez 3 coqs chanteurs. Ça, vous êtes sûr, et il y a des paramètres qui permettent à partir de là d'estimer d'une façon assez fiable la population. Donc les chiffres, là j'ai couramment admis que j'ai toujours eu de statistiques, parlent de 250 coqs chanteurs en 1970, et jusqu'à, avec une chute progressive, quelques hauts et bas, mais disons une chute plongeante jusqu'à ces dernières années. Alors, quand est-ce que le dernier Yéti sera observé, l'ancienne, ça c'est peu importe, on est déjà arrivé depuis plusieurs années à une population où, à part des manipulations génétiques, on n'avait plus guère de chance de redémarrer. Alors, disparition, donc objet, on l'a bien compris et on l'a vu, et ça défraie la chronique. C'est un dossier, compliqué et incroyablement simple en apparence aussi. Ce programme de réintroduction du Grand Tétras, donc je réitère, programme porté par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges en collaboration avec les préfectures concernées, donc principalement les Vosges, mais bien sûr le Haut-Rhin, la Haute-Saône et le territoire de Belfort, parce qu'on est sur l'ensemble du massif, bien évidemment. Donc 9 oiseaux qui ont été capturés en Norvège dans leur milieu naturel et où ils sont très très présents, Claude Maurice. Alors, oui. Je précise aussi que Oiseaux Nature est, comme d'autres associations et comme d'autres partenaires, comme d'autres personnalités sur le massif, opposé à cette réintroduction. Alsace Nature, Francis Dopf, vous n'y êtes pas foncièrement opposé. De façon collégiale, vous accréditez ce programme de réintroduction. Voilà, disons, on n'est pas contre, je dirais, avec beaucoup de réserves, et surtout avec des réserves naturelles. Donc, très succinctement, pourquoi vous êtes très en faveur de ce programme? Très succinctement, on pense qu'il y a une dynamique de protection des Hauts-de-Vosges qui a été initiée autour du Grand Tétras. Et comme dit Baudelaire, l'homme passe dans la vie à travers des forêts de symboles, et il est dangereux de toucher au symbole. Et actuellement, je n'ai pas l'impression que nos concitoyens sont tout à fait prêts à accepter des mesures de protection contraignantes sans un symbole, un élément à la clé. Enfin, c'est la décision collégiale qu'on a prise. Et avec toutes les réserves, je vous dis, qu'il y a autour, on estime que ça vaut la peine, que les avantages qu'on peut peut-être retrouver sont supérieurs aux risques qu'on court en matière de protection en matière de protection des milieux des Hauts-de-Vosges, des milieux à tétras, qui sont, rappelons-le, le tétras est ce qu'on appelle une espèce parapluie, c'est-à-dire que c'est l'oiseau le plus exigeant en matière de milieu. Donc, si lui, il a ce qu'il faut, il y a tout un cortège d'espèces derrière qui sont peut-être un peu moins sexy que le grand coq de bruyère. Ça peut être des chouettes, des différentes sortes d'oiseaux, voire même des insectes ou des lichens. Et on n'est pas encore au niveau d'éducation à la nature suffisant pour pouvoir défendre de but en blanc ces milieux sans passer par des espèces porteuses. D'où le mot opportunité sur lequel vous vous appuyez pour être en faveur de ce programme de réintroduction. Claude Maurice, opportunité ou échec? Échec selon vous? Échec sur l'aspect purement étymologique? Échec total d'une politique de tentative de préservation des milieux favorables au tétras depuis 30 ans. Échec par le parc. Échec pour de nombreuses espèces animales et végétales. On parle de l'arnica maintenant qui est en train de quitter le massif. On a un milieu de vie qui est disparu pour le grand tétras. Il n'y a plus d'accueil potentiel. Alors c'est vrai qu'on peut dire, oui, c'est la tentative de la dernière chance. Jusqu'à quand? Jusqu'au mois de juin? Alors, nous, on a un énorme problème à Oiseaux Nature parce que ces oiseaux qui vont être capturés en Norvège sont capturés dans la plus grande opacité. Je sais personnellement, pour manipuler de nombreuses espèces d'oiseaux régulièrement, qu'il peut y avoir des mortalités. Et pour une espèce sensible et fragile comme celle-là,
il y a, j'en suis certain, on l'a annoncé depuis longtemps, il va y avoir des mortalités. Évidemment, le parc ne va pas communiquer là-dessus. Évidemment, il tord le cou à la réalité, il tord le cou au réel. Évidemment, vous avez tous ceux qui sont pour la vie sauvage, ou même pour la préservation de leur animal domestique, savent qu'un animal, ça n'est pas un objet. On ne peut pas aller capturer des oiseaux là-haut, à la période la pire pour leur existence, c'est-à-dire quand ils vont justement parader sur les places de champs. Les stocker, parce qu'on ne va pas les transporter un par un pour les amener ici. Les stocker, les manipuler, parce qu'il faut regarder dans quel état sanitaire ils sont. Ensuite, les stocker dans un carton ou dans je ne sais pas quoi, pour les transporter jusqu'ici pendant plus de 24 heures, sans qu'ils mangent. Ils ne peuvent pas manger, ils ne mangeront pas. On n'a pas de détails pour l'heure. La voix officielle là-dessus, peut-être, on en saura un peu plus. Je les ai en tant que naturaliste. Vous n'enfermez pas un animal sauvage capturé dans des conditions pareilles, à l'épuisette ou autre. Et il ne mange pas. Il est trop stressé pour manger. D'abord, pour le manipuler, là-bas, certainement, ils ont probablement mis ce qu'on appelle une cagoule sur l'animal en question pour le stresser moins. Bon, après, on lui enlève sa cagoule, on le transporte pendant 24 heures. Il arrive ici. Il va être lâché peut-être dans un milieu qu'il ne connaît pas, complètement hostile. Mais avant de le lâcher, recagoule. Pour équipement GPS. On imagine bien évidemment, Claude Maurice, on imagine en termes de bien-être animal pur et dur, au niveau éthique, ça semble pas top. Au niveau éthique, c'est inacceptable pour nous. Entendu. Ouais. Jacques Martin, par rapport à la démarche globale de réintroduction, où certaines associations, dont Alsace Nature et la Ligue de protection des oiseaux Alsace, est plutôt en faveur de ce programme, qu'est-ce que vous répondez à effectivement cette opportunité de préservation d'une façon un peu plus globale du massif ou de certaines zones du massif via ce dispositif de réintroduction, grâce à ce dispositif? Il y a une règle essentielle en montagne, c'est de savoir renoncer quand les conditions sont trop mauvaises. Et là, les conditions sont très mauvaises. Savoir renoncer, ça veut dire protéger l'espèce, c'est sûr, mais il va y avoir derrière, on commence à en parler, on entend des bruits de pièges derrière, il va y avoir une volonté d'éliminer tous les petits carnassiers qui peuvent être éventuellement les prédateurs du grand tétras. Donc derrière, on va se retrouver avec du piégeage de martres, avec d'élimination des renards. C'est une prévision que vous imaginez? Il n'y a pas eu de c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a eu une réintroduction. Hein. Ça s'est passé dans les Cévennes, ça s'est passé ailleurs. Des dégâts collatéraux voilà. En faveur de cette réintroduction. En faveur de cette réintroduction. Okay. Alors, pour moi, si vous voulez, c'est quelque chose qui est... on touche au vivant. Et là, on ne manipule pas le vivant comme ça. Et je pense que c'est une grave erreur d'avoir fait ça parce qu'on n'a pas analysé toutes les conditions de milieu. Et dans le milieu, il y a toute la faune, dont les prédateurs qui sont là. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'à tous les coups, comme ces coqs-là, comme le disait Claude, ils vont supporter très difficilement la transplantation. Ils vont être plus sujets en plus à la prédation, puisque c'est des milieux qu'ils ne connaissent pas, alors que les prédateurs sont dans leur milieu, eux. Donc on va avoir la tentation, en plus, de taper sur les prédateurs. Alors, vous voyez, c'est en plus de l'échec qui est programmé, on va s'en prendre en plus à d'autres espèces. Donc c'est une détérioration de l'espace vivant, de l'espace naturel des Hauts-de-Vosges qui va être en cause. Francis Dopf, on entend comme critique l'adaptation impossible du grand tétras de Norvège au biotope et à l'environnement naturel des Vosges. Il existe des grands tétras un peu partout, il existe des grands tétras en Grèce. Pourquoi, question B aussi, pourquoi celui de Norvège ne pourrait pas s'adapter au fil du temps, évidemment, peut-être pas là maintenant tout de suite, mais le vivant demande du temps. Écoutez, d'abord, il y a une chose expérimentale. Je voudrais quand même qu'on ramène les chiffres à leur proportion.
pays nordiques, Norvège, c'est sans doute le pays qui est le plus fiable en matière de chiffres, 150 000 tétras. Suède, à peu près autant. Finlande, 400 000. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours le risque, comme si vous prenez votre chien en voiture, vous pouvez avoir un accident et le tuer. Vous peut-être qu'il soit tué, vous pouvez rester à la maison. Ça, c'est pour la polémique sur le prélèvement. Le prélèvement, voilà. On fait d'autres. Alors après, on peut, mais ce n'est pas le débat ici. Est-ce qu'on a, dans certains cas, on essaye une dynamique de réintroduction d'espèces, de recréer des milieux, avec un inévitable risque d'échec, soit on se cantonne dans une préservation de ce qui existe et dire, bon, ben, si ça ne réussit pas, on jette l'éponge. C'est un débat légitime. Alsace Nature est une fédération d'associations, je le répète, donc nous avons de nombreux sons de cloche. C'est parfois plus difficile de prendre une décision que si c'est plus... je ne peux pas dire idéologiquement parce que ce serait péjoratif, mais disons si c'est plus centré en termes d'objet social. Voilà. Mais disons, dans ce cas-là, il y a eu l'idée que ça valait la peine de risquer le coup d'une dynamique. Maintenant, je dis, pour les risques, les 9 tétras, je veux dire, on est dans les sciences expérimentales. Moi, je n'ai pas dit dans l'idéologie, dans les sciences expérimentales. C'est sûr que si les 9 qui vont être lâchés, qui ont été lâchés, les 9 et les suivants, voilà, selon les informations qu'on a, sont équipés de sous-préfets de suivi. Si au bout de 3 mois, ils ont tous disparu des écrans radars, que ça se reproduit avec la deuxième fournée, bon, là, il y aura peut-être des questions à se poser. On est dans la science expérimentale. Hein. Dans les pays d'Europe centrale, on dit celui qui ne risque rien ne boit jamais de champagne. Bon, mais là, on est dans le domaine des choix. On est dans le domaine des choix, je le conviens. Voilà, nous, on est une association fédérative. On a demandé l'avis de tous nos adhérents représentants, puisqu'il fallait prendre la décision assez vite. On a fait ce choix. Les arguments pour ou contre ce travail dynamique, ils sont recevables. Hein, ils sont recevables des deux côtés. Nous, on a fait ce choix. Claude Maurice. Oui, j'aurais juste un mot à dire. Tout rapide, très, très rapide, oui. 600 adhérents dans le département des Vosges, des naturalistes, des membres du GTV, etc. GTV, le groupe Grand Tétra. Grand Tétra, totalement écarté de toute, contrairement à ce que dit le parc, de toute éventuelle négociation ou discussion. On va voir quelques images de la conférence de presse, de la dernière réunion de concertation pilotée par la préfecture des Vosges et par le parc. Juste un mot tout rapide, je vous donne cette opportunité. Vous estimez aujourd'hui la concertation, elle n'y est plus? Elle n'a jamais été là. Jamais. Les scientifiques pourraient en dire autant, que ce soit les scientifiques régionaux ou nationaux. Ils ont été écartés totalement de tout le projet. Et pourquoi ne pas mettre un observateur, un témoin du lâcher des oiseaux? Dans quel état étaient-ils? Combien étaient-ils? Comment sont-ils sortis des cartons? Vivants ou morts? On en saura peut-être un peu plus à ce sujet bientôt. Je ne pense pas, je ne pense pas, puisque le parc depuis toujours a communiqué de façon erronée. Claude Maurice, voilà. Par rapport aux zones de quiétude, aux fameuses réserves naturelles, on a parlé tout à l'heure de la réserve naturelle du Grand Ventron, il y a la réserve naturelle du Tannay-Gazon du Fin. L'idée aujourd'hui, sur le massif, grosso modo, les réserves naturelles, ces 2 réserves naturelles font quelque chose comme 10 000 hectares. Pour le Grand Tétra, il faudrait au moins 50 000. Au moins, bien sûr. La réserve du Tannay-Gazon du Fin ne convient pas à la vie du tétra. Il y va pour faire ses places de champ, mais il passe dans la forêt en aval. Tous ceux qui connaissent le tétra le savent. Il ne va pas vivre là-haut toute l'année. On va voir quelques images de la forêt du Grand Ventron, la réserve naturelle du Grand Ventron, avec la forêt primaire du Grand Ventron. Oui. Tout ça, pour le coup, est encadré, est proposé, est animé. Mais justement, non, le but du jeu, c'est de ne rien faire du tout dans cette réserve naturelle et cette forêt primaire. Et en dessous de la réserve naturelle, juste un mot, il y a quand même des propriétaires privés qui sont totalement opposés à cette opération de réintroduction, qui ne laisseront pas, évidemment, les suivis. D'abord, il n'est plus question de lâcher des oiseaux sur cette réserve. Au départ, c'était 40 oiseaux, c'était beaucoup de choses, et ce n'était pas une expérimentation, comme dit Francis, c'était un projet. L'expérimentation est arrivée devant le juge du tribunal administratif pour faire en sorte que la pilule passe mieux.
Maintenant, on est sur une expérimentation avec quelques oiseaux. C'est plus du tout le nombre qui était annoncé au départ. On ne sait pas pourquoi, on ne le saura. On le sait, nous. Mais le parc ne le dira jamais. D'ailleurs, je me permets de préciser, c'est l'occasion. Vous aviez fait un référé d'urgence pour faire annuler jusqu'au dernier moment ce relâché. Référé qui a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy. Ça, c'était pour le référé en urgence, mais il y a toujours le dossier sur le fond qui est à l'étude au tribunal administratif. Un petit mot là-dessus, peut-être qu'il y a une échéance. L'échéance, non, c'est le tribunal qui décide. En revanche, c'est un collectif d'associations. C'est un collectif d'associations qui a estimé que là, il y avait vraiment trop de contre-vérités émises par le parc, un mépris total de la consultation du public. Il y a eu à peu près 1000 contributions et pratiquement 9 sur 10 qui étaient contre ce projet. Et ceux qui étaient pour étaient peut-être pour, mais quand même contre le fait de les lâcher dans un milieu qui ne pourrait pas les accueillir. Donc, ce n'est pas si simple. C'est le mépris total de la part de l'administration, de la consultation du public. Jacques Martin, le gros problème sur ce dossier, on l'a bien compris, c'est la tranquillité du Grand Tétras. Alors, pardon, l'émission est passée très vite, on prend un petit peu de hauteur. Comme l'a évoqué, comme illustre la position d'une association comme Alsace Nature, il y a cette problématique sur notre département, et vous l'avez dit tout à l'heure, avec des dégâts collatéraux de surfréquentation, de surtourisme. Alors, certains ne veulent pas entendre ce mot de surtourisme, mais voilà, il y a une problématique de répartition, évidemment, de la fréquentation sur le massif. Quel regard vous portez là-dessus et qu'est-ce que vous appelez de vos voeux? Alors, si vous voulez, en tant que photographe naturaliste, le principe de la photo naturaliste, c'est de se caler dans un coin et de ne plus bouger. Eh bien, si vous voulez, les petits coins dont je parle, qui sont des oasis un peu de tranquillité, sont devenus de plus en plus rares. Et cet hiver, ça a été le summum, si vous voulez. Un hiver sans neige qu'ont fait les touristes qui venaient faire du ski dans les Vosges, ils ont naturellement été se promener. Ils sont montés sur les crêtes, sont allés en forêt, ils sont promenés partout. Et des touristes, donc, il y en avait partout. Qu'est-ce que vous appelez de vos voeux, Jacques Martin? Vous, l'amoureux de la nature et le naturaliste? Je ne peux pas vous dire, mais si on continue à avoir autant de monde, ça va peut-être se tasser parce que les gens là venaient en espérant avoir de la neige. Au bout de quelques années où il n'y aura plus de neige, peut-être que ça va aussi ralentir la fréquentation. Mais cependant, cette fréquentation, elle constitue une source de dérangement que les gens qui ne fréquentent pas la forêt ne peuvent pas imaginer. Cette fréquentation, elle s'est multipliée en 5-6 ans de façon énorme. Pas tout à fait exponentielle, mais quand même. Alors, une baisse de fréquentation qui pourrait avoir des incidences que l'on sait sur l'économie, sur le tourisme, sur l'économie etc., touristique. Les Vosges vivent principalement du tourisme. Francis Dopf, votre association Alsace Nature, vous animez un centre permanent d'initiation à l'environnement. Question, surfréquentation, surtourisme, comment on fait? Nous, notre réponse, puisque je suis en plus le représentant de cette association Alsace Nature, c'est à ce titre donc, du CPUE des Hauts-de-Vosges que j'y siège. Je suis un ancien des Jeunes pour la Nature. Donc, il y a des points, je veux dire, je ne peux pas éthiquement dire aux gens, et en particulier aux jeunes, écoutez, si vous aimez bien la nature, soit des Vosges, soit vous restez chez vous, vous regardez des jolies vidéos, mais vous ne sortez pas, parce que si vous sortez, vous dérangez. Dérangement, c'est le grand fourre-tout. Vous dérangez, et si vous avez vraiment du pognon, vous prenez l'avion, vous allez voir des belles espèces à l'autre bout du monde, vous vous rincez l'œil un mois par an et vous rentrez. Non, ça, non. Parce qu'on est Alsace Nature. On n'est pas Voyage Nature, on n'est pas Vidéo Nature, on est Alsace Nature. Et nous souhaitons que nos adhérents... Alors, d'abord, une grande éducation à la nature, à laquelle on est particulièrement attaché. Et les structures d'éducation à la nature en Alsace sont historiques et elles font pas mal de boulot. D'abord, une grande éducation à la nature. À partir du moment où il y a éducation, comme disait un illustre Vosgien du nom de Jules Ferry, je paraphraserai, la protection de la nature sans éducation, ça ne peut pas marcher.
Comme il disait que la République sans l'instruction, ça ne peut pas marcher. Donc la première chose, c'est une éducation à la nature sérieuse, poussée. Et à partir de là, eh bien, ça permet de mettre en place des règles que la population comprend, qui respecte, et ça permet de réduire fortement les impacts sur les milieux. C'est dit, l'appel est lancé. Pardon Claude Maurice, c'est déjà le terme de cette émission. On aurait eu encore beaucoup de choses à dire, on aurait aimé souhaiter. On aurait aimé parler des autres espèces en voie d'extinction, en voie de disparition sur le massif. Il y en a plusieurs, sur des sujets divers et variés, pour des raisons diverses et variées. On y reviendra, Claude Maurice, on y reviendra avec d'autres acteurs. Parce que la fréquentation, c'est les sangliers et les cerfs, on l'a oublié complètement, c'est terrible. On aura d'autres occasions. Non, évidemment, elle est impossible de tout dire. La biodiversité, le grand tétra, des actus à suivre, bien sûr, dans notre journal. Je me permets de le préciser tous les soirs, donc du lundi au vendredi à 18h. Et puis, voilà, j'ai annoncé en début d'émission une communication officielle à venir de la part des services de la préfecture et donc du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Affaire à suivre, donc. Messieurs, merci beaucoup. Bon courage à vous sur le terrain. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.